Il y a moins de 3 ans, Caroline pesait 80 kilos. Aujourd'hui, elle en pèse 65. Et pourtant, pour maigrir, elle n'a suivi aucun régime. Caroline n'est pas une extraterrestre. Elle a simplement appris à se libérer de l'enfer des régimes. Maigrir, c'est l'obsession de 20 millions de Français. Mais les régimes alimentaires restrictifs sont voués à l'échec. Selon le rapport explosif de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 80% des gens qui en ont entamé un ont repris leur poids initial, voire plus, au bout d'un an. Vous allez voir à travers les parcours d'Ingrid, Sandra, Ludovic ou Flavie qu'il y a bien des solutions pour maigrir et réapprendre à manger sans suivre de régime. Quand je vois des gens qui font des régimes, ça me rend hystérique. Je me rends compte que les régimes, ça rend complètement débile. Est-ce que vous allez apprendre la patience avec moi? Il n'y a plus d'autre option. Avec des conseils qu'il est indispensable de connaître. Si vous mangez plus attentivement, vous allez pouvoir vous rassasier avec des quantités moindres. Si la télévision est allumée, on n'est plus à l'écoute de ces signaux de faim et de satiété. Vous mangez moins et vous avez plus de plaisir. Pour perdre du poids, c'est l'idéal. Vous verrez que perdre du poids n'est pas obligatoirement synonyme de régime. Vous verrez aussi à travers des reconstitutions d'expériences scientifiques certaines découvertes étonnantes. Et nous vous montrerons les solutions qui marchent pour maigrir durablement sans régime. On rentre dans le programme pour stabiliser le poids et pour grandir. C'est reparamétrer les gens. Il faut que tu apprennes à te faire confiance. Ingrid a 29 ans. Cela fait 15 ans qu'elle prend du poids sans pouvoir s'arrêter, malgré des régimes à répétition. Sur la longueur, je ne tiens pas. À partir du moment où je m'arrête, eh bien, je prends le double. Finalement, au plus vous faites de régime, au plus vous grossissez. C'est ça. Ingrid a franchi le seuil des 100 kilos, un poids qui la met réellement en danger. J'ai pas l'impression vraiment de vivre dans ce cocon de graisse. Je pense qu'une maman grosse et épanouie, ça peut exister, mais il y a quand même des jours où on a mal, quoi. Si cette maman veut pouvoir continuer à accompagner son fils et le voir grandir, il va lui falloir enrayer la machine, stopper définitivement la prise de poids et tout faire pour que la balance redescende durablement. Sur les 10 dernières années, j'ai gardé 10 kilos de régime. Du coup, c'est révoltant. C'est absolument déprimant. Après des années à s'auto-administrer des régimes sans avis de médecin, elle a totalement déréglé son corps. Nous lui avons proposé de rencontrer un médecin nutritionniste, le docteur Arnaud Cocolle, spécialisé dans les troubles de l'obésité et la gestion du comportement alimentaire. Pour ce médecin, maigrir est une question de bon sens. Il faut manger varié, colorer l'assiette et surtout ne se priver de rien. 106, c'est beaucoup trop important. En fait, ce qui prime, c'est la répartition de vos graisses. C'est pas forcément le poids. Théoriquement, on devrait avoir un tour de taille en dessous de 88 cm à peu près. Sachant que la population noire, antillaise, est plus touchée aussi par les problèmes de diabète et d'obésité. Oui. Et à travers vous, je fais de la prévention également pour votre enfant. C'est-à-dire il faut s'occuper du petit garçon, Oui. d'accord? Parce que lui, il faut absolument faire en sorte Qui n'est pas ce qu'ils ne problème connaissent pas les après. problèmes, Complètement. d'accord? Et vous, on doit faire de la prévention sur le diabète. Il faut tout faire pour ne pas rentrer dans le diabète. Votre objectif, c'est de perdre rapidement du poids On a toujours envie que ça aille vite. et vous mangez vite ou pas? Oui. Vous avez des impulsions alimentaires de temps en temps, c'est-à-dire envie de craquer Ah oui. Je suis dans la médecine, je suis pas dans le scientisme, donc je peux pas vous promettre monts et merveilles parce qu'on se doute bien qu'il y a un parcours qui est un petit peu compliqué. Puis après, il faut comprendre les choses. Donc surtout, en tout cas, ce que je peux vous affirmer au jour d'aujourd'hui, c'est que plus vous ferez des régimes restrictifs, plus vous allez reprendre du poids, et plus ça va être le marchepied pour rentrer dans le diabète. D'accord. Donc surtout, il faut arrêter ça. D'accord. Et je vous proposerai de rentrer quelques jours en clinique pour faire un petit check-up. D'accord. Et surtout pour apprendre aussi à vous rééduquer peut-être au point de vue alimentaire. Est-ce que vous allez apprendre la patience avec moi? Mais j'ai envie d'y croire, oui. Je me dis que maintenant que j'ai essayé tout le reste, Oui. Donc vous seriez plus patiente avec moi maintenant. j'ai Oui. bien compris que le rapide ne fonctionnait pas. Donc il va falloir apprendre la patience. Je pense D'accord. que là, il n'y a plus d'autre option. Oui. Donc vous devenez une grande fille. Je crois que je grandis. J'ai pas de regrets par rapport au régime que j'ai fait avant. Je pense que c'est une erreur et que je vais apprendre autre chose maintenant. J'ai envie de connaître les bonnes bases. Pour faire un bilan complet de son état de santé, Ingrid entre quelques jours dans la clinique de Villecrène, spécialisée dans les problèmes d'obésité. Elle souhaite acquérir les bons réflexes qui l'aideront à apaiser sa relation avec la nourriture. Le docteur Cocolle partage son temps entre son cabinet et la clinique. Il commence toujours par reprendre les choses à la genèse. L'obésité n'existe pas dans la nature. Les animaux obèses, il n'y en a pas.
Par contre, ce qu'on sait aux États-Unis, vous avez à peu près 40 millions d'obèses maintenant. Et vous avez 40 millions d'animaux domestiques qui sont obèses. Vous avez même des cliniques du poids pour chiens et chats. Ça, c'est Darwin qui l'a dit. L'homme sait s'adapter au milieu dans lequel on évolue. Si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas à manger, l'homme saura s'adapter. Par contre, il ne sait pas faire cette donnée nouvelle, c'est de s'adapter à un milieu où il y a trop à manger, parce que c'est une situation inédite. Les gens qui achètent des grandes tailles se font avoir la plupart du temps. Et quand vous faites vos courses, forcément, vous risquez de tomber dans les pièges, parce que le supermarché, c'est le supermarché qui vous aime. Il vous aime tellement qu'il y a tous les produits que vous aimez. Vous voyez? Donc faites attention à ça. On est mal armé pour évaluer l'augmentation de taille des portions. On a fait des études très intéressantes. Par exemple, une étude a été faite aux États-Unis. On a invité les gens à aller voir un film. Comment ne pas se faire piéger par la taille des portions? L'expérience dont parle le docteur Cocolle a été menée par des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis. Pour la reconstituer, nous avons convoqué des volontaires à une séance de cinéma. La salle est divisée en deux parties. À gauche, on a déposé des larges pots violets de 375 centilitres de pop-corn. À droite, on a mis des plus petits pots orange de 250 centilitres. Nos chercheurs vont observer les quantités avalées. Détail important, les spectateurs qui ont des grands pots ont des pop-corn rassis. La séance peut commencer. Fin de la séance. Nos hôtesses récupèrent les pots de pop-corn et peuvent mesurer les quantités mangées par les spectateurs. Bilan, ceux qui avaient les grands pots de pop-corn pourtant rassis ont mangé jusqu'à 53% de plus sans se rendre compte des quantités qu'ils avaient ingurgitées. Cette expérience démontre bien que notre cerveau n'est pas capable d'évaluer l'augmentation des tailles des portions. Et par conséquent, plus on en a, plus on en mange. Tout est fait dans votre organisme pour vous empêcher de perdre du poids. Un monsieur m'a dit qu'avec le régime du camp, il avait perdu 40 kilos en 3 mois. Est-ce que c'est normal? Bien évidemment, la réponse en tant que médecin, je vous réponds que ce n'est pas normal. C'est antiphysiologique. Qui croire? Est-ce que je crois Pierre Ducamp parce que j'arrive à perdre à toute allure? Ou est-ce que je crois le programme national nutrition santé qui me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes différents par jour? Est-ce que je crois David Schreiber qui disait qu'il fallait manger ça aussi? Qui est-ce que je dois croire? Je sais pas. Je vais croire celui qui vend le plus de bouquins, tiens. Est-ce que du coup, les 15 ans d'accumulation de régime font que la perte de poids va être plus longue et plus compliquée? La réponse est affirmative. Ça va être plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perte de poids. La perte de poids que vous pouvez investir avec un poids que vous pouvez idéaliser ne sera pas forcément le poids médical. C'est marche par marche qu'il faut arriver à l'objectif. Donc pas se fixer un objectif en disant « je veux perdre 20 kilos ». Ça correspond à quoi, ce 20 kilos? Donc comment je peux vivre ma vie avec un problème de poids en 2012 dans la société française? Trouver ma juste place, faire en sorte que je ne refuse pas les invitations, que je fasse partie de la vie, de la société, et que je ne me coupe pas de cette société. Et après, c'est une remise en question aussi globale. C'est-à-dire, c'est peut-être pas uniquement l'alimentation qui est en jeu, mais peut-être que je dois aborder le versant psychologique parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Peut-être que le versant physique, activité physique, n'était pas au rendez-vous. Et peut-être qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles on doit travailler tous ensemble. Et dès lors qu'on sait où vous en êtes dans votre obésité, on peut tirer des conclusions et vous aider. À 33 ans, Sandra a déjà une vie de régime derrière elle. Elle les a tous tentés et tous ont échoué. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Depuis toute l'enfance, il y a notifié, doit se mettre au régime en surpoids. Sandra a passé son temps à faire le yo-yo, devenant au bout du compte toujours un peu plus grosse. Je me supporte plus, donc je veux que ça change. Elle pèse 89 kilos et s'est lancée dans un régime hyper protéiné. Ton but, c'est de perdre combien de kilos? L'idéal, 15. Même si c'est difficile, je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Après 2 mois de privation, elle a perdu 13 kilos. Mais aujourd'hui, elle est sur le point de craquer. La frustration est trop grande et les privations trop fortes. Là, je commence à avoir envie de manger autre chose. Avec ce régime-là, ça devient vraiment difficile. Comment Sandra va-t-elle réussir à maintenir son poids, alors que statistiquement, elle a 80% de chances de tout reprendre en moins d'1 an?
Il y a quelques semaines, nous lui avons proposé de rencontrer le docteur Zermati, un médecin nutritionniste qui prône l'abolition des régimes restrictifs. Votre poids, ça vous préoccupe beaucoup? Énormément. Vous y pensez souvent? J'ai honte de mon poids. Entre 16 et 18 heures, j'ai très faim. Donc là, vous mangez quoi, par exemple? Du sucré. C'est-à-dire, c'est Du quoi? chocolat, des gâteaux. Quelle quantité? Beaucoup. Juste un paquet de gâteaux ou il peut y avoir autre chose? Je peux rajouter des yaourts au chocolat. Combien? 1 ou 2. Quand vous mangez un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat et un yaourt, Mm. vous pensez que c'est de la faim? Le mieux qu'on puisse faire, c'est revenir à un comportement alimentaire normal. Vous réapprendre à manger, retrouver des sensations alimentaires. Pour vous manger en fonction de vos besoins et plus en fonction de compulsions ou de conseils de régime. Mais alors, pourquoi devient-on compulsif? Si Sandra ne parvient pas à régler ses problèmes de poids, c'est qu'elle est totalement soumise à cet état de compulsion alimentaire, comme le sont les gens accros aux drogues ou au tabac. Des chercheurs du Scripps Research Institute en Floride ont mené une expérience sur des rats pour montrer que la suralimentation répond au même mécanisme très puissant que la dépendance aux drogues. Pour leur étude, les chercheurs ont réparti les rongeurs en 3 groupes. Le premier est nourri de façon saine et équilibrée. Le deuxième a un accès 1 heure par jour à de la nourriture riche en calories. Le troisième a un accès à ces mêmes aliments gras 23 heures par jour. Résultat, les rats du troisième groupe mangent et remangent et grossissent à vitesse grand V sans pouvoir se contrôler. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que leurs cerveaux sont totalement dépendants à la nourriture et aux décharges de dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans les circuits de la récompense. Les rats obèses sont comme drogués. Plus ils mangent, plus ils ont envie de manger. On retrouve le même cycle infernal chez les gens en surpoids comme Sandra. Mais cette fois, la jeune femme veut l'enrayer. Depuis son premier rendez-vous il y a 3 semaines, Sandra a suivi des exercices pratiques, comme tenir un journal alimentaire, ne manger que quand elle a vraiment faim, ou sauter des repas pour se rendre compte que rien ne lui manque en réalité. Elle n'a pas repris 1 kilo. Aujourd'hui, elle retourne chez le docteur Zermati, un médecin original et novateur, qui propose de faire la paix avec la nourriture en apprenant à retrouver ses sensations alimentaires. Ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui, Sandra, c'est qu'on va travailler une sensation qui est le rassasiement. C'est bien de savoir quand est-ce qu'on commence à manger, mais il faut aussi apprendre à s'arrêter. Le rassasiement, ça se travaille à partir des techniques de dégustation. Donc, vous allez fermer les yeux, vous redresser, et donc on va procéder à une dégustation, c'est-à-dire qu'on va analyser un aliment sens par sens, avant de le consommer. Alors vous allez me tendre une main. Attention, c'est pas bien gros. Hein. Voilà. Vous avez les yeux fermés et vous tenez l'aliment dans votre main. Donc le seul contact que vous ayez avec cet aliment, c'est par le toucher. Mentalement, vous allez amener votre attention sur vos sensations tactiles. Et mentalement, vous notez sa forme, son volume, les surfaces, les arêtes, les angles. Très lentement, vous allez approcher l'aliment sous le nez et essayer de détecter la présence ou l'absence d'odeur. Vous allez l'amener très lentement à l'intérieur de la bouche sans le mâcher ni l'avaler. Là, vous pouvez revenir sur le toucher, mais cette fois avec le palais, la langue, les dents. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en mélangeant cet aliment avec un peu de salive, il libère davantage d'odeurs et de saveurs. Et quand vous penserez avoir extrait le maximum d'odeurs et de saveurs de cet aliment, vous pouvez décider de l'avaler et mettre votre attention sur les sensations produites par le passage de l'aliment au niveau de la gorge et ensuite au niveau de l'œsophage. Ça va ? Bien. Alors, qu'avez-vous observé ? En fait, c'est vraiment intense. Ça m'a procuré beaucoup de sensations gustatives en prenant le temps de le manger. Quel type de sensation vous avez pu détecter ? Une bonne sensation sucrée, déjà, comme je l'aime. Ouais.
Et j'ai eu l'impression de manger quelque chose d'énorme. Alors selon vous, en quoi cette manière de manger va nous permettre d'atteindre vos objectifs? Ça va m'aider à manger moins, je pense, à manger moins vite. Moins vite, mais surtout plus attentivement. Oui. Et donc si vous mangez plus attentivement, vous allez pouvoir vous rassasier avec des quantités moindres. Et donc bien sûr, si vous mangez moins, vous perdez du poids. Oui. Vous obtenez plus de plaisir. Donc là, on a vraiment une combinaison gagnante. Oui. Vous mangez moins et vous avez plus de plaisir. Oui. Pour perdre du poids, c'est l'idéal. D'accord. D'accord? Bonne dégustation. Ouais, c'est bien. L'objectif, c'est d'être capable, jusqu'à la fin de sa vie, de manger paisiblement, en respectant globalement les sensations de faim et de satiété, et de même être capable de se réconforter quand ça ne va pas, en mangeant des aliments réconfortants de manière parfaitement sereine. De retour chez elle à Toulon, Sandra change peu à peu ses habitudes. Maintenant, elle s'autorise une vraie pause déjeuner, où elle prend le temps de redécouvrir bouchée après bouchée les goûts et les saveurs d'un banal sandwich. Prendre son temps pour déjeuner, c'est essentiel, car notre cerveau a besoin de 20 minutes environ pour savoir qu'il n'a plus faim. Ce qui caractérise le comportement du mangeur de la société occidentale, c'est l'anxiété, la culpabilité qu'il peut avoir vis-à-vis de ce qu'il mange. Donc par exemple, on devra manger alors qu'on n'a pas faim. Parce que quelqu'un aura dit il faut faire 3 repas par jour. Ou on va se retrouver dans des situations où on ne devra pas manger alors qu'on a très faim. Parce que quelqu'un aura dit on ne mange pas entre les repas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un comportement tellement déréglé qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus le rattraper par eux-mêmes. Ils sont obligés d'aller chercher de l'aide ailleurs. Après plusieurs semaines à l'écoute de son corps, Sandra n'a toujours pas repris 1 kilo. Mais pourtant de vieux réflexes l'habitent. Elle consomme des produits light à outrance. C'est très difficile de changer toute une habitude de vie depuis des années. J'ai l'habitude de manger des yaourts 0%, de boire des sodas light. Puis je me dis quand même qu'il y aura toujours moins de sucre dans un verre de soda light qu'un verre de soda classique. Ce que Sandra ignore, c'est que ces produits light ont un effet pervers. Les chercheurs de Leeds, en Grande-Bretagne, l'ont démontré au cours d'une expérience scientifique que nous avons reconstituée avec une équipe de football américain. Objectif de l'expérience, voir si les produits light sont vraiment la solution miracle pour maigrir. Mike 82, Mike 82, en place. Après plus d'1 heure et demie d'effort, les organismes éprouvés par le froid et l'entraînement obligent les joueurs à puiser dans leurs réserves. Avant de regagner leur vestiaire, nous avons demandé à nos sportifs de se diviser en 2 groupes. D'un côté, les maillots blancs, qui vont boire une boisson light contenant un édulcorant. De l'autre, les maillots rouges, qui ont le droit à une boisson avec du vrai sucre. Les joueurs peuvent relâcher la pression, les corps se réchauffent, les muscles se détendent sous l'effet de la douche. Et pendant ce temps, les boissons font leur effet dans les organismes. Dans les champs, salut, les caïmans, et on entend dans les prés, les bruissins, les chevaliers. Après plusieurs minutes, les joueurs commencent à ressentir les premiers signes de faim. Et c'est l'heure de vérité de notre expérience. Nos joueurs vont pouvoir se ruer sur un buffet copieux d'aliments sucrés et salés. Chaque table est absolument identique. Il y a le même nombre de portions, donc le même nombre de calories. Les joueurs peuvent se servir de tout sans restriction. Et à votre avis, qui va manger le plus? Ce sont ceux qui ont bu des boissons light. Et vous savez pourquoi? C'est tout simple. Leurs corps n'ont pas eu de quoi régénérer leur force avec des boissons à 0 calories. Alors que ceux qui ont bu une boisson sucrée ont moins faim et donc mangent moins. Au total,
boisson plus nourriture, les deux groupes ont absorbé la même dose de calories. Conclusion. Au quotidien, les produits light ne sont d'aucune utilité pour maigrir. Ils ont même tendance à nous inciter à manger plus en nous déculpabilisant. Sur le long terme, ils favorisent la prise de poids. Ingrid, de son côté, poursuit son séjour à la clinique. Elle se lance dans un bilan complet de son état de santé, prescrit par son médecin nutritionniste, le docteur Cocolle. Allongez-vous. Je vais vous faire un électrocardiogramme, voilà, pour voir l'activité cardiaque. Ça fait pas mal du tout. Ça permet de voir s'il n'y a pas de trouble du rythme, hein, si l'activité cardiaque est tout à fait normale. Donc je peux vous dire, votre électrocardiogramme est normal. Donc il n'y a pas de retentissement de votre surpoids sur le cœur, sur cet examen. Ok. Allongez-vous complètement. La principale cause de douleur des genoux, c'est la surcharge pondérale. D'accord. Quand est-ce que vous avez marché une demi-heure la dernière fois? Il y a un demi-siècle. À peu près. Voilà. C'est pas normal, à ça. peu près. Non, je prends pas le temps de marcher, je prends la voiture. Ouais, quand je sors de la voiture, je prends le métro. Et j'ai de l'espace pour marcher. J'ai un grand parc, une forêt, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que la marche fasse partie de votre vie. Je pars du principe que la marche à pied, tout le monde peut faire ça. Il faut absolument que vous fassiez, que vous entrez dans votre vie quotidienne 3h30 de marche par semaine. Il faut que ce soit des périodes de marche d'une demi-heure. Si vous faites moins d'une demi-heure, il ne faut pas les compter. Et puis ce n'est plus branché d'avoir une voiture maintenant à Paris. On va aspirer. Allez-y, gonflez. Soufflez fort. Vite, encore. Ça se fait normalement. Personne n'a jamais constaté ou dit que vous faites des arrêts respiratoires à la nuit. Non. Donc, vous savez bien, quand on fait l'apnée de sommeil, on aura de complications. On peut avoir des problèmes cardiaques, des problèmes cérébraux, des problèmes même d'arythmie, des troubles de mémoire. On n'est souvent pas en forme la journée. On est souvent avec sensation de fatigue. Et donc, pour ça, il faut souvent voir et chercher si on fait ou non l'apnée de sommeil. D'accord. Avec un examen qu'on fait la nuit. Avec ces tests, le docteur Cocolle commence à mieux cerner Ingrid. C'est une femme moderne, c'est une femme des temps modernes, donc la femme zapping qui fait 36 000 choses à la fois et qui a une vie qui est très remplie. Donc petit à petit, elle perd des pieds dans son alimentation. Elle décalait ses prises alimentaires, elle mangeait à la va-vite. Et je vais à faire en sorte que l'aliment revienne à sa juste place. Et je peux dormir sur le côté? Ça pose pas de problème, ça change pas. Sur le ventre où ça gêne un petit peu. D'accord, donc sur le côté, je peux. Tous les régimes qui empêchent Ingrid de manger certaines classes d'aliments déclenchent des impulsivités alimentaires. Et à certains moments, elle va craquer. La force des amaigrisseurs, c'est de dire « tout le monde maigrit avec mon régime ». Si vous ne l'avez pas fait, c'est de votre faute. Et résultat, on se dévalorise, je ne vaux plus rien, puis parce que je ne vaux plus rien, je grossis, après tout, je m'en fous, parce que tous les autres s'en fichent, etc. Au réveil, une bonne nouvelle attend Ingrid. Son test d'apnée du sommeil n'a rien révélé d'anormal. Elle peut poursuivre son apprentissage d'une nouvelle vie sans régime avec le soutien du docteur Cocolle. L'un des grands problèmes, c'est qu'on ne visualise pas les portions. C'est-à-dire vous faites des assiettes qui ne sont pas forcément adaptées à vos besoins. Donc en fait, il faut avoir cette notion de paramètre, c'est-à-dire qu'est-ce qui me convient moi. C'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas cloner les patients et que chacun a son propre régime, en l'occurrence, qui lui va bien. Vous voyez, donc vos assiettes doivent être adaptées à vous, à vos besoins. Est-ce que vous concevez qu'en sortant, il va falloir adopter de nouvelles manières de se comporter à table et que c'est plus important peut-être que d'être obsédé par le contenu de son assiette? Oui, suite à mon séjour, oui, je vais essayer de déjà changer ses habitudes alimentaires, de manger à table, chose que je ne fais pas systématiquement maintenant, d'éviter la télé en mangeant. Oui, je vais essayer de mettre ça en place en rentrant. Oui. Il suffit de faire une erreur de 20 calories par jour pour prendre à peu près l'ordre de 1 kg par an. Donc l'ajustement est très fin. Donc bon nombre de patients disent « je finis mon assiette parce qu'on m'a toujours appris à faire ça », quitte à ce que je mange beaucoup plus que ma portion, avec aussi toujours ce regard très stigmatisant de la société. On prône la minceur, puis d'un autre côté aussi on fait tout pour nous faire manger. Il faut s'y retrouver là-dedans. Donc c'est reparamétrer les gens. Pour se reparamétrer,
Ingrid va donc devoir changer ses habitudes alimentaires. Il lui faut, entre autres, réussir à évaluer les quantités de ce qu'elle avale. Et figurez-vous que ce n'est pas si simple que cela, car notre cerveau peut nous jouer des tours. Par exemple, d'après vous, quel est le point blanc le plus gros entre les deux? Ils sont exactement de la même taille. Et maintenant, quel est le trait le plus long des deux, le vertical ou l'horizontal? Les deux sont au millimètre près de la même taille. Regardez alors ce que cela donne dans nos assiettes. Vous remarquez que les impressions visuelles sont trompeuses. L'entrecôte n'a pas changé de taille. Et pourtant, avec la petite assiette, on a le sentiment d'en avoir plus. Idem pour ce verre de soda. Dans le deuxième cas, notre cerveau a le sentiment d'en voir plus. C'est en partant de ces principes que Brian Van Zig, un chercheur de l'université de Cornell, a démontré au cours d'une expérience inédite que notre cerveau a impérativement besoin d'aide pour dire « Stop, je n'ai plus faim, je suis rassasié ». D'ailleurs, pourquoi faut-il garder une trace de ce que l'on mange ? Pour reconstituer cette expérience, nous avons réuni des passionnés de rugby devant un match, avec au menu ailes de poulet à volonté. Les volontaires sont répartis en 2 groupes identiques. Et pourtant, un petit détail va tout changer. Nous avons demandé à Samia, notre serveuse, de passer régulièrement pour débarrasser les restes des os de poulet sur les tables d'un des groupes. Pour l'autre, en revanche, elle va les laisser s'empiler. Le match s'accélère, les esprits sont concentrés sur l'écran. D'un côté, les restes de poulet s'accumulent, les supporters voient ce qu'ils consomment. De l'autre, en revanche, l'affaire se complique. Samia enlève systématiquement les restes. Nos supporters ne peuvent donc pas évaluer la quantité de ce qu'ils mangent. Leur cerveau n'a pas de repère visuel, du coup parce qu'il est trompé, il n'envoie aucun signal de rassasiement et nos volontaires mangent toujours plus. À la fin du match, le groupe qui ne gardait pas trace du repas a mangé près de 30% de plus que l'autre groupe. Conclusion, pour aider notre cerveau à s'y retrouver, il faut garder une trace de ce que l'on mange. Mais comme on ne se nourrit pas tous les jours avec des os de poulet, l'une des solutions consiste à visualiser l'intégralité de son repas en plaçant sur la table entrée, plat et dessert. Quelques semaines après son séjour à la clinique, Ingrid est rassurée sur ses aptitudes à pouvoir changer le cours des choses. Elle profite maintenant de véritables repas à table, vient de s'inscrire à des cours d'aquabike et s'astreint, non sans un certain plaisir, à 3h30 de marche par semaine par tranche de 30 minutes minimum. Les sorties d'Ingrid sont devenues des moments de partage sans restriction ni complexe. Sandra va de mieux en mieux. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Caroline Franc, une ancienne patiente du docteur Zarmati. Caroline est une pionnière. Elle a réussi à perdre 15 kilos en 2 ans sans faire de régime. Comment? En apprenant simplement à réécouter ses sensations alimentaires et sans plus rien s'interdire. Aujourd'hui, elle transmet le témoin à d'autres femmes comme Sandra. Moi, je vais prendre un bagel saumon fumé, fromage frais, s'il vous plaît. La même chose pour moi. Eh bien, pas de soucis, je ramène ça tout de suite. Merci. Je vous en prie. J'ai une copine, j'avais perdu donc à peu près 20 kilos avec le régime protéiné. Et je commençais à reprendre et elle m'avait dit « Maintenant, tu t'en fiches, tu sais comment faire pour perdre. Quand tu veux, tu recommences. » Et je m'étais dit « Mais elle a jamais mangé un sachet protéiné pour me dire ça, c'est tellement... » Celui-là, je l'avais fait pendant 1 mois avec les sachets. Ouais. J'avais perdu 10 kilos en 1 mois à peu près. Ouais. Et après, dès qu'on arrête, je crois en 6 mois, j'avais tout repris, voire plus aussi. J'étais tellement sûre qu'il suffisait d'être mince pour pouvoir se taper des mecs aussi. Heureusement que les formes plaisent quand même. Ouais, et puis je crois que surtout ce qui plaît à un moment, c'est
c'est d'être un peu quand même bien avec soi-même et voilà, une nana qui passe son temps à s'affamer et à... Parce que c'était ça, quoi. Je pouvais aller à aucun repas parce qu'il ne fallait pas que je voie de la nourriture. Enfin, du coup, j'étais quand même pas hyper séduisante, quoi. Mais tu te trouvais... Ah, moi, je me trouvais magnifique. Ouais, belle. Jolie. Et après, mes copains et tout m'ont tous dit, une fois que j'avais repris, mais t'étais affreuse. Et c'est vrai qu'à me regarder, on aurait dit un travelot parce que j'étais super creusée. Ça me donnait 10 ans de plus. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens que j'aime qui ne me plaisent pas physiquement. Oui. C'est vrai. Et je crois que les gens qui m'aiment, que je sois grosse ou maigre, ils m'aiment quand même, en fait. Et donc, en fait, on s'en fiche, quoi. Une personne belle, c'est pas spécialement une personne parfaite. Au contraire. Des fois, l'imperfection rend belle une personne aussi. Donc, elle a raison. Moi, je me rends compte quand même par moments que je me rends malheureuse vraiment toute seule. Parce que les gens m'aiment comme je suis. Mais j'ai cette souffrance qui date depuis tellement longtemps que je n'arrive pas à passer outre pour le moment. Pendant 2 ans, j'ai maigri de façon extrêmement douce et extrêmement naturelle. Sans me battre, en fait. Je me suis pas battue, quoi. J'ai pas fait d'efforts, j'ai pas fait attention. Personne ne comprend vraiment ça. Et j'ai encore plein de fois des gens de mon entourage qui me disent « Oh là là, mais hier, t'as déjà mangé des frites. Ah bon, mais tu manges des frites 2 fois de suite, 2 jours de suite. » Mais... Et c'est vrai que quand je vois des gens de mon entourage qui font des régimes, ça me rend hystérique parce que j'ai l'impression que j'en sais 10 fois plus qu'eux là-dessus. J'en ai tellement fait. Et en fait, ils ne me croient pas, parce que les gens qui font pour la première fois le régime du camp et qui maigrissent, ils sont sûrs de détenir la vérité. Souvent, ça nécessite d'accepter de se remettre beaucoup en question et de remettre en question tout ce qu'on nous a appris pendant des années sur la nourriture et l'alimentation. C'est même pas un régime, finalement. Ah non, c'est pas un régime. C'est pas du tout un régime. Ah non, non. Très souvent, mon dessert, c'est du chocolat. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas la compulsion d'après le repas parce que je l'ai mangé, mon chocolat. J'ai eu mon taf de chocolat. Et comme j'ai moins mangé de choses avant, j'imagine que c'est pour ça que je prends pas de poids et que même j'ai maigri à un moment en continuant à manger du chocolat. Les premiers temps, le premier kilo que j'ai repris après avoir maigri, c'était dramatique, quoi. J'étais mal et je me suis dit, ça y est, ça repart, ça y est, en fait, c'est comme le reste, ça va redevenir comme avant. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir pris 1 kilo ? Rien. C'est vrai, rien, quoi. Moi, ça m'a appris à me faire confiance. Et ça m'a appris à me faire confiance dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la nourriture, en plus, du coup. Il faut que tu apprennes à te faire confiance. Ouais. Ça me donne beaucoup d'espoir parce que du coup, j'ai encore plus envie d'y croire et de continuer. C'est tellement longtemps que je vis dans ce cauchemar alimentaire que je me dis que sur moi, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Mais en tout cas, je vais travailler sur l'acceptation de moi-même. Je pense que le gros problème vient de là. Là, j'avais vraiment faim quand le bagel est arrivé. Et je peux te dire que ma première réaction, ça a été de me dire oh, c'est de la salade, c'est pas des frites, c'est trop dommage. J'ai pensé la même chose. J'aurais tellement aimé qu'il y ait des frites en plus, quoi. Caroline et Sandra mettent le doigt sur l'une des clés essentielles pour mieux manger, le plaisir. Pourquoi se faire plaisir nous aide à manger moins ? Nous avons reconstitué un exercice que propose le docteur Zarmati qui met à l'épreuve l'appétit des amateurs de chocolat. Une volontaire se rend chez un maître chocolatier qui va lui proposer de tester 2 chocolats. Le premier jour, notre artisan lui propose de débuter la dégustation avec 2 carrés d'un chocolat ordinaire. Notre volontaire mange les 2 morceaux qui ne lui procurent aucun plaisir. Quand l'artisan lui propose dans la foulée de déguster 2 carrés de très bon chocolat, notre volontaire ne peut pas résister et elle les mange. Résultat, elle a mangé 4 morceaux de chocolat pour être satisfaite. Celui-là, on ne le fabrique pas. D'accord. Hein, et celui-là, on le fabrique nous-mêmes. Le lendemain, même heure, même boutique, même protagoniste. Cette fois-ci, l'artisan propose à notre volontaire d'emblée le très bon chocolat. Elle en mange 2 carrés. Son plaisir est immédiat. Elle a satisfait son estomac et ses papilles. Notre artisan lui propose ensuite de manger d'un autre chocolat de moindre qualité. Notre volontaire rassasié n'en veut pas. Résultat, cette fois-ci, elle n'a mangé que 2 carrés de chocolat. Conclusion, en mangeant d'abord un produit de bonne qualité, on se fait plaisir et finalement, on en mange moins. Après quasiment 3 mois, non seulement Sandra n'a pas repris 1 kilo, mais surtout, elle n'a plus de compulsions alimentaires.
Aujourd'hui, après des années de régime, le mieux-être de Sandra rejaillit sur toute sa famille. Maman me parle des régimes depuis l'adolescence. En plus, j'ai commencé à grossir, enfin, elle n'en a pas parlé pour moi, mais du coup, ça m'a un peu stressée. En maillot ou quand je suis dans ma salle de bain, pas que je me regarde parce que sinon, je suis pas bien. Les plis que j'ai sous les fesses, je les compare à des rides parce que je trouve ça affreux. Et avec ma meilleure amie, à chaque fois, on parle de ça. Dès qu'on est à la plage ou... Enfin, dès qu'on doit montrer un peu notre corps, on se moque de nous-mêmes. Mais c'est normal, hein, les plis sous les fesses. Hein. Non, c'est pas normal. Ça, hein. Non, c'est pas vrai, les filles. Dans les clips, elles l'ont pas. Dans les clips? Ouais. Mais dans les clips, tu vois pas qu'elles sont toutes retouchées? Non. Il y en a un peu de fromage de chèvre. Je me projette en arrière parce que c'était déjà comme ça. Le cauchemar avait déjà commencé. Je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle mange et qu'elle n'a pas besoin de régime, surtout. Mais bon, voilà, je voudrais pas que ça devienne une obsession comme moi. De toute façon, je ne voudrais pas qu'elle rentre dans le cercle infernal des régimes. Je peux pas faire un régime à 14 ans. Enfin, j'aime trop manger, j'aime trop grignoter. Je suis en train de voir l'alimentation autrement aussi, donc c'est très bien. Maintenant, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Avant, on n'avait pas beaucoup de discussions parce que c'est à table que tout se passe. Parce qu'après, je fais ma vie perso, elle fait sa vie perso. On peut discuter, se retrouver à table. Et se faire plaisir en mangeant ce qu'on veut. Elle mangeait pas avec nous. On était Raphaël et moi sur la grande table. En plus, c'était vraiment une grande table. Et on me disait, maman, tu manges? Non. Et puis, je faisais pas trop attention, en fait. Mais c'est tellement... En fait, c'est tellement devenu une habitude voilà, que je me rendais même pas compte. Et là, je me rends compte que j'ai vraiment gâché... j'ai gâché des bons moments avec mes enfants et je me gâchais la vie. Le régime, ça rend complètement débile. Je n'étais pas la vraie maman. Je me rends compte que quelque part, j'ai fait souffrir mes enfants de ça. Ça me donne froid dans le dos. Je m'en veux quelque part. On va mettre les bouchées doubles et encore plus profiter de chaque moment, en fait. Les enfants, ils n'ont pas trop l'habitude en fait de me voir aussi sereine devant la nourriture. Je pense qu'ils sont, au fond d'eux, ils sont vraiment très très contents de partager ce moment avec moi. Je veux le dessert. T'as vraiment faim ou c'est de la gourmandise? C'est de la gourmandise. Ah. Voilà. Alors? C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? Pas. C'est... Je sais pas. C'est pas et trop toi, vite. Laura, ferme tes yeux et goûte. Doucement. Il y a du fromage blanc, il y a du caramel et il y a des pommes. Elle voulait qu'on ne sache pas le dessert pour essayer de découvrir ce que c'était, de découvrir les aliments qu'il y avait à l'intérieur. C'était un bon petit jeu, je trouve. Et c'était vachement bon. Alors, quelle sensation ça a pour toi? Sucré, C'est salé? sucré, bien sucré. C'est liquide. Ouais. Et c'est vachement bon. Ça te plaît? On n'est pas obligé d'être maigre pour exister. Et ma mère, elle est très jolie comme elle est. Et elle n'a pas besoin de maigrir. Elle peut que être bien dans sa peau. Là, je vis le moment présent. C'est ça qui est important. Et je sais qu'avec les années, je vais réellement le vivre sans avoir ce petit démon encore par moment qui est encore là. Je me rends compte que ces moments-là sont hyper importants et je pense que je prends le bon chemin. Martin Katam, un chercheur hollandais, a écrit dans le New England Journal of Medicine comme le choléra. L'obésité est un problème qui ne peut pas être réglé par une seule personne, mais qui requiert l'action d'une communauté. En France, l'obésité concerne un jeune sur 5. Pour lutter contre ce fléau, la ville de Béziers a adhéré au programme Croque Santé, comme 200 villes en Europe. Le principe est simple, prendre en charge gratuitement les enfants en surpoids en faisant travailler main dans la main
des médecins, des nutritionnistes, des psychologues et des éducateurs sportifs. Depuis 6 ans, 49% des enfants suivis ont résolu leurs problèmes. À 11 ans, Ludovic est un petit rugbyman en herbe. Il est dans le programme Croque Santé depuis plusieurs mois. Il met ainsi toutes les chances de son côté pour ne plus être le petit gros de la classe. Un combat que le garçon et sa maman ne mèneront plus jamais seuls. Ça va l'aider à vivre mieux son état parce que de toute façon, il ne sera jamais filiforme. Il aura toujours des rondeurs. Croque Santé, le but, c'est pas de maigrir, c'est d'arriver au milieu de la courbe, qu'il soit dans la courbe. Depuis quelques mois, Flavie bénéficie elle aussi du programme Croque Santé. Calculer l'aire de la figure verte de 3 façons différentes. Deuxième façon. Qui nous lit la deuxième façon? Flavie, on t'écoute. Deuxième façon. Calcule l'aire de la même figure en utilisant cette autre découpe. 4 fois 6. Égale 24. En l'unité. Augustin nous a dit que c'était des centimètres. La fillette de 10 ans est en surpoids depuis des années. Sa maman a bien tenté d'enrayer le processus avec des régimes en vain. Depuis quelques mois, Flavie est suivie de façon très régulière par les médecins scolaires, les éducateurs sportifs, une psychologue et même le chef des cantines scolaires. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Leslie, la nutritionniste du programme. 1,44,5. Ben c'est parfait, même poids, même taille que la dernière fois. Très bien. Tu vois Flavie, depuis le début du suivi, on arrivait à stabiliser ton IMC. Vraiment, on voit qu'il y a une dynamique qui est durable maintenant depuis plus de 6 mois. Donc ça, c'est lié à tous les efforts que tu fais. Donc aussi bien sur le plan alimentaire que sur le fait de manger lentement. Et puis surtout aussi de l'activité physique. Donc est-ce que tu te souviens un petit peu des objectifs qu'on s'était fixés? Oui, c'était de manger au moins 3 fruits par jour et une compote. D'accord. Tu es parvenue à ces objectifs assez facilement? Oui. Et ensuite, le second objectif, tu te souviens? Oui, c'était de manger par repas 2 tranches de pain de seigle. D'accord. Alors, est-ce que tu as senti une différence avec le pain de seigle? Oui. Oui, par rapport au pain blanc? J'en mange moins que quand on mange du pain normal. Bon, est-ce que tu sais pourquoi tu en manges moins? Non. Non? Est-ce que tu as remarqué qu'il fallait beaucoup le mâcher, hein? Donc du coup, ça rassasie beaucoup plus, hein? Le seigle, c'est une des céréales les plus lentes à digérer. On sait que quand on rentre dans le programme, on ne rentre pas dans le programme pour mincir, mais on rentre dans le programme pour stabiliser le poids et pour grandir. Dès la première consultation, je vous demande toujours si la télévision est allumée, parce que c'est jamais un allié, hein, dans le sens où d'abord les publicités qui passent vous sollicitent, vous donnent faim, vous sollicitent à acheter ou à vouloir faire acheter des produits gras et sucrés. Et puis surtout, parce que lorsque la télévision est allumée, on n'est plus à l'écoute de ces signaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Alors, quand je dis signaux, c'est les signaux de faim et de satiété. Hein. Quand on est rassasié, c'est qu'on n'a plus faim. Hein. C'est ça l'impression de satiété. Si la télé est allumée et que notre esprit est accaparé par la télévision, on ne les ressent plus. Alors, peut-être faire des efforts aussi sur la préparation et donner envie, hein, en fait c'est ça, hein, donner l'envie de manger, de prendre du plaisir avec les aliments. Dès qu'on fait des efforts de présentation, généralement ça plaît. Quand tu vas au restaurant, tu n'es pas sensible à la présentation des plats, hein? Voilà, hein. Il y a eu des études qui l'ont montré, que bien présenter les plats faisait que, je sais pas, il y a une sorte de respect, on doit du coup le prendre plus. Hein, plus. On en profite, voilà, tu as raison, hein, tout à fait. Nous avons reconstitué cette expérience dont parle Leslie, la nutritionniste, qui montre que pour manger moins, la présentation des produits, des plats et de la table a une réelle influence. Pourquoi faire des repas un moment privilégié? Nous sommes dans un restaurant gastronomique avant l'arrivée de convives. Le chef a demandé à ce que l'on dresse 2 tables. L'une qui respecte le service haut de gamme de l'établissement. Assiettes en porcelaine, verres en cristal, couverts en argent. Rien n'est laissé au hasard, tout doit être impeccable à la hauteur de cette table prestigieuse.
L'autre table, elle, ne correspond pas aux standards de la maison. Assiette et couvert de base pour service minimum. On va faire un pavé de bar garni avec une poêlée de poireaux et de carottes. Le menu sera exactement le même pour les deux tables. Ce qui va changer, c'est que d'un côté, les volontaires seront parfaitement reçus, alors que de l'autre, ils n'auront le droit qu'à une présentation sommaire et un service rapide. Les convives peuvent entrer et s'installer. À la table où la présentation a été particulièrement soignée, tout se déroule à merveille. Nos volontaires échangent, prennent leur temps et ont même le droit à la visite du chef. Bon, je vois que ça s'est bien passé. Très bien. Il n'y a plus grand-chose dans les assiettes. Ah, donc les légumes viennent de notre production. On a mis en place un jardin. On fait une cuisine qui reste très classique. De l'autre côté, c'est beaucoup moins chaleureux. Le service est minimum. Et bien que les plats servis soient identiques, les convives se parlent peu et passent un beaucoup moins bon moment. Résultat, ils avalent leur repas au plus vite. Le dîner touche à sa fin, on constate que ceux au service soigné sont restés plus longtemps à table, que leur indice de satisfaction est beaucoup plus élevé que l'autre groupe et que surtout, ils ont mangé moins. Naturellement, pas besoin d'aller dans un grand restaurant pour que cela se vérifie. Ça marche à la maison. Conclusion, plus on a de plaisir à être à table, plus on prend son temps, plus vite on est rassasié et donc moins on mange. C'est en jouant sur ce ressort du plaisir que Leslie, la nutritionniste de Béziers, a monté des ateliers cuisine avec les commerçants de la ville, où se retrouvent régulièrement les enfants et leurs familles. Le but ici, apprendre à cuisiner et à cultiver le plaisir. Le mélange doit être sablonneux, le disposer sur les fraises. Allez, vous donnez votre beurre qu'on le fasse fondre. Voilà, merci. Est-ce que tu veux une cuillère, Flavie, ou ça serait mieux? Allez, il y en a pas assez, il y en a d'autres, hein, des femmes. Ce que je veux, c'est qu'elle continue à vivre avec les aliments autour d'elle, qu'elle apprenne en fait à les réguler, à prendre plaisir à les manger, de façon à ce qu'elle puisse continuer à se faire plaisir, mais en ayant un bien manger. Moi, c'est de pas m'aider à maigrir, mais m'aider à manger des plats mieux par rapport à un équilibre alimentaire. C'est pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à faire des plats équilibrés, pour apprendre de nouvelles techniques. Ce qu'on cherche, c'est à donner des conseils pertinents pour que les habitudes alimentaires s'améliorent, certes, mais sans devenir vraiment quelque chose de très, très difficile à tenir, trop draconien, qui serait vécu comme un régime. Et je pense que les familles ne le vivent pas comme un régime et au contraire trouvent que ce sont des modifications du comportement, mais pas à chercher à vraiment manger moins de calories. C'est pas ça l'objectif. Après, l'année dernière, à la course de printemps, il y en a qui me disent, qui se parlent et qui chuchotent en me pointant du doigt. Ils me font, il y en a un, il m'a fait « Ah, le gros, qu'est-ce que t'as ?» et tout. Parce qu'après, quand il y en a un qui commence, après, il y en a plein d'autres qui le font. Quand on est en sport, souvent, je suis toujours la dernière à être choisie. Et souvent, on me dit « Oh, regardez, on a la grosse avec nous, c'est sûr qu'on va perdre. » C'est une petite fille qui est pleine de vie, qui a beaucoup de qualités. Et puis qu'en fait, on la voit uniquement dans son enveloppe de petite fille en surpoids. Et qu'en fait, elle a plein de choses à donner. Et que je pense que les gens passent peut-être à côté d'elle. Les gens n'ont effectivement pas conscience que l'obésité est une maladie, hein, alors que maintenant l'obésité est reconnue comme maladie. Les gens sont convaincus que si on est gros, c'est qu'on mange trop. Or, il y a parfois des grandes difficultés à perdre du poids, malgré un suivi parfait, hein, je suis convaincue, par beaucoup de familles. Alors finalement, sur la question du surpoids, si se soigner est indispensable, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la société se pose la question du regard qu'elle porte sur l'obésité.
Vous savez, quand votre enfant il rentre et qu'il vous dit « Maman, des fois j'ai envie de prendre un couteau et de me couper », ça fait mal, ça fait très mal. On se sent démuni. On se dit on a mal fait, on a loupé quelque chose, on se remet en question. Il faut apprendre à ce qu'ils vivent mieux. Flavie et Ludovic ont planté des graines solides pour l'avenir. Ils sont en pleine croissance et commencent à voir leur silhouette changer. Ils se font plaisir à table et reprennent peu à peu confiance. Après des années de yo-yo, aujourd'hui, grâce à l'activité physique et des règles simples à table, Ingrid a perdu 9 kilos. Elle est beaucoup plus apaisée dans sa vie et comme par hasard, l'est aussi beaucoup plus avec la nourriture. Un gage de stabilité. Sandra a bel et bien perdu 15 kilos en un an. Aujourd'hui, elle est très sereine avec la nourriture, s'est stabilisée et ne se pèse quasiment plus. Elle continue à manger en fonction de ses sensations alimentaires et n'a plus de compulsions. Finalement, la première des vérités dans la lutte contre le surpoids, c'est que les régimes amaigrissants sont inutiles. Que le plaisir du manger bon pour manger peu est l'une des clés de voûte de notre équilibre. Que notre poids et notre silhouette sont des affaires individuelles. Bref, pour se sortir du diktat de la minceur, il faut faire du temps notre meilleur allié pour enfin être en paix avec notre corps.